pouvons-nous évoquer justement le début où vous évoquez vous-même ce qui s'est passé au Venezuela? Et là, je rajoute pour ma part, c'est qu'il y a des éléments que vous donnez, mais qui sont magistraux par rapport à ce qu'on voit par ailleurs. Donc, j'invite vraiment les gens à se procurer cette lettre parce que ils en sortiront plus intelligents. Alors, Bon, Venezuela. vous êtes trop gentil, bon, mais c'est vrai on a essayé de faire un bon travail d'abord pour passer en revue l'ensemble des explications sur le Venezuela. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quels sont les objectifs de Donald Trump? Et pour le passer en perspective. Peut-être pour raconter à ceux qui nous écoutent, avant le 3 janvier au matin, j'étais en train de rédiger une lettre qui devait parler de la défaite économique de Donald Trump face à la Chine sur le plan commercial. Puisque, effectivement, c'est dur pour Trump, mais de même que Biden subi une défaite militaire face à la Russie, Trump a été obligé de plier fin octobre l'année dernière lors d'une rencontre à Busan en Corée du Sud, face à Xi Jinping. Il a fait marche arrière sur la question des tarifs douaniers. Et donc j'étais en train d'écrire là-dessus, et puis sur le fait qui est indéniable, c'est que la Chine avec laquelle négocie Donald Trump aujourd'hui, c'est une Chine qui est beaucoup plus puissante que lors de son premier mandat, qui a une avance technologique en particulier, qui est visiblement dans certains domaines irrattrapable avant 10 ou 20 ans pour les Américains. Et donc j'écrivais là-dessus, et puis il y a eu le coup du Venezuela. Et là, tout d'un coup, j'ai un peu retardé la publication de la lettre d'une semaine parce que il s'agissait de comprendre ce qui s'était passé. Et en tirant le fil, j'ai découvert que il y avait quelque chose de très soigneusement mis en scène et qui était en fait destiné à compenser la défaite commerciale, à compenser le déclin américain par l'idée que les États-Unis étaient toujours capables de monter une opération militaire de grande envergure, et ils étaient surtout toujours maîtres de leur environnement immédiat. Voilà. Et donc c'est cette tension-là qui, à mon avis, doit être analysée. Pour qu'on se comprenne bien, ce que fait Trump est extrêmement brutal. Mais ça n'est pas plus brutal que quand Joe Biden a décidé de faire exploser le gazoduc Nord Stream. Je veux dire, c'est du même ordre. Et donc, il faut essayer de comprendre comment Trump 2, le deuxième mandat de Donald Trump, s'engage, même si Trump est plus puissant politiquement que pendant son premier mandat, mais il a en fait moins d'atouts pour rétablir la puissance américaine. Pardon, j'avais un petit souci de micro. Justement, entre autres dans la lettre de ce que j'ai lu, j'ai été frappée par votre analyse sur cette fameuse arme secrète. Donc, j'invite les internautes à se procurer cette lettre parce que vous êtes, on ne peut plus clair sur cette éventuelle utilisation d'armes secrètes et la communication qui en est faite autour. Qu'en est-il aujourd'hui justement de cette doctrine que vous décrivez d'UNRWA? Pour vous, quelle est la suite du Venezuela? Alors, effectivement, quelques semaines avant le coup du Venezuela, Donald Trump avait signé la nouvelle stratégie nationale américaine, qui consacre autant de pages à l'Amérique latine qu'à l'Asie. Et finalement, il annonçait à l'avance qu'il y avait la fameuse doctrine Monroe, hein, selon laquelle les États-Unis ne supportent pas l'ingérence d'une puissance extra-américaine, enfin extérieure au continent américain, sur le continent, sur l'ensemble du continent américain, nord et sud. Et donc, il annonçait que il reprenait cette doctrine à son compte, d'où le jeu de mots des commentateurs qui disent c'est plus la doctrine Monroe, mais c'est la doctrine Donroe, hein, de Donald, comme Donald. À partir de là, effectivement, on a malgré tout été surpris par la rapidité et la violence avec laquelle l'enlèvement de
de Maduro a eu lieu. Et je crois que c'est là encore, il s'agit pour Donald Trump de donner le change, c'est-à-dire que Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche convaincu que Biden avait affaibli les États-Unis. Et c'était indéniable. Mais ce qu'il a découvert petit à petit, c'est que les États-Unis sont beaucoup plus affaiblis encore que ce qu'il pensait. Et en fait, c'est des raisons structurelles. Regardez le dilemme du protectionnisme. La difficulté pour Trump, c'est que pour être un protectionniste efficace, il faut disposer d'une industrie puissante. Mais comment réindustrialiser les États-Unis, et surtout en quelques semaines ou en quelques mois? C'est bien ça le dilemme, surtout quand la Chine contingente, voire réduit complètement les exportations de terres rares, les exportations d'aluminium, et donc tout ça doit être mis en perspective. Et donc, on a sous les apparences d'une opération offensive et très brutale, on a en fait une mesure défensive, c'est-à-dire que Trump se replie sur le continent américain. Alors vous me direz, c'est un continent américain un peu élargi puisqu'il veut y inclure le Groenland, mais globalement, si vous lisez la nouvelle stratégie nationale américaine, elle ne parle plus de faire la guerre à la Chine. En fait, il s'agit de prendre des mesures préventives face à la Chine. Vous allez m'objecter, et l'Iran, on va certainement en parler plus tard dans l'émission, mais il y a bien sûr des ambiguïtés et des tensions dans la politique de Donald Trump. Mais en tout cas, il y a bien cette idée d'un repli sur le continent américain, d'où l'idée de faire enlever Maduro, d'où l'idée de menacer le Canada, d'où l'idée de vouloir annexer le Groenland. Mais Monsieur Husson, le Groenland, on aurait un intérêt en tant qu'Américain s'il y avait une armada maritime suffisante pour naviguer sur ces voies d'Arctique. D'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui alarme un peu la Russie par rapport au Groenland, même si elle reste silencieuse. C'est ces fameuses voies navigables nordiques. Mais les États-Unis ne disposent que de 2 brise-glaces, donc c'est-à-dire c'est inapplicable. Enfin, ils peuvent rien faire de cela, si ce n'est empêcher les bateaux russes de circuler. Est-ce que c'est ça la nécessité pour les Américains aujourd'hui? Alors, je crois qu'il faut distinguer entre la vision stratégique de Trump, qui est une vision de long terme. Et il veut vraiment infléchir la pratique américaine. Donc, effectivement, ses prédécesseurs ne se sont pas préoccupés suffisamment des enjeux de l'Arctique. Et donc, Trump dit, bah, le Groenland, ça nous permettrait d'être présent là où il faut être présent, là où la Russie et dans une moindre mesure la Chine vont agir. Mais vous avez tout à fait raison, il y a un problème des moyens. Et alors simplement, Trump ne veut pas abdiquer parce qu'on manquerait de moyens. En fait, c'est ça le paradoxe. Il veut créer de l'irréversible, en fait, avant les élections de mi-mandat. Donc, on a une tension entre un projet de long terme, un projet stratégique, le projet de réindustrialisation des États-Unis qui prendra 10 ans, 15 ans, 20 ans, et les exigences électorales, c'est-à-dire que Trump veut créer de l'irréversible avant que se pose la question d'un éventuel changement de majorité, soit à la Chambre des représentants, soit au Sénat, soit pour les deux. Et puis n'oubliez pas aussi une dimension qui est toujours importante quand on analyse l'action d'un politique. Donald Trump a 78 ans. Il considère que il aurait dû être à la Maison Blanche 4 ans plus tôt, avant l'âge de 75 ans, pour faire son deuxième mandat, et non pas et non pas au-delà de 78 ans. Il aura même, pardonnez-moi, il a 79 ans. Il aura même 80 ans cette année. Donc, pour lui, il a cette hantise des années qui passent, du temps qui passe, d'un éventuel affaiblissement, et c'est pour ça qu'il veut aller aussi vite, et c'est ce qui donne ce côté paradoxal avec un décalage entre l'objectif et les moyens. Vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que Trump va plus vite que la musique de ce point de vue-là.
D'accord. Et pour maintenant peut-être aller largement sur ce qui se passe en Iran et peut-être avant juste un petit peu aborder, moi-même je disais qu'aujourd'hui, au regard de la situation mondiale aujourd'hui, Trump n'a aucun intérêt d'arrêter la guerre en Ukraine. Il me semble, de ce que j'ai pu voir de vos commentaires, vous êtes aussi sur cet aspect-là, mais avec des arguments bien plus en profondeur que les miens, qui sont juste en surface en disant il vend des armes, il n'a plus d'argent à dépenser et la Russie est occupée ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous sentez en tant que stratégie américaine dans la résolution du conflit ukraino-russe? Alors, ce que j'ai essayé d'expliquer dans la lettre, c'est qu'il y a eu un malentendu dès le départ entre Trump et Poutine. Ou plutôt, Trump ne s'est pas rendu compte que Poutine était en position de force pour négocier. En fait, c'est ça le point important. Il s'en est d'autant moins rendu compte que les Américains, en fait, structurellement, psychologiquement, ne supportent pas de pas être tout en haut et avec les autres en dessous d'eux. Euh, et donc, je pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation de Trump dès son arrivée, c'est-à-dire qu'il a cru que Poutine avait besoin de lui pour négocier, pour mettre fin à la guerre, pour le sortir d'un mauvais pas. Or, pas du tout. On sait que l'armée russe n'a jamais été en difficulté véritable, sauf peut-être en septembre-octobre 2023 et encore, à ce moment-là, l'armée russe a effectué une retraite stratégique, effectivement, puisque l'OTAN avait lancé une nouvelle armée ukrainienne. Donc, ils ont troqué l'espace contre le temps, pour reprendre la célèbre formule du camarade Lénine. Mais ils n'ont de toute façon jamais été en véritable difficulté. Même l'offensive de Koursk, là encore, il fallait un peu de temps pour reprendre le terrain, mais c'était pas des offensives décisives. Et donc Trump a pensé que Poutine avait besoin de lui. Mais Poutine, lui, s'est dit, c'est mieux d'avoir un président américain un peu accommodant que d'avoir un Joe Biden ou ce qu'aurait été Kamala Harris, qui aurait, si elle avait été présidente, aurait été le jouet des factions dans son entourage. Mais Trump, ça l'a agacé assez vite parce qu'il ne comprend pas pourquoi Poutine ne lui est pas plus reconnaissant des efforts de médiation qu'il fait. D'où une tentation du double jeu, par exemple, en laissant la CIA continuer à frapper les raffineries, aider les Ukrainiens à frapper les raffineries de pétrole russe, en se disant bah, ça fait un peu pression sur Poutine. Et le paradoxe, vous avez tout à fait raison, c'est qu'on est au bout d'un an Trump avait dit qu'il pouvait arrêter cette guerre d'un claquement de doigts et la guerre continue. Comme il y a le Groenland, on voit que les Européens commencent à mettre de l'eau dans leurs reins. Mais en tout cas, pour l'instant, la guerre d'Ukraine continue. On ne voit pas de véritable médiation possible et il est très probable que ça aille jusqu'à son terme militaire, c'est-à-dire quand les Russes auront repris Odessa et contrôleront ce qui est à l'est du Dniepr, eh bien, ils arrêteront la guerre. Mais Monsieur Husson, donc il reste quelque chose de cet esprit d'Anchorage dont on avait parlé, c'est-à-dire la rencontre d'Alaska, puis il y a eu aussi des tentatives d'organiser une rencontre en Hongrie. Est-ce que vous pensez que ça peut quand même reprendre ou pas du tout? On va laisser la Russie aller jusqu'où elle veut, Odessa, voire plus, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui avec votre regard d'historien et analyste? Ça, ça va reprendre d'une manière ou d'une autre. Euh, pardon, excuse-moi. Ça va reprendre, mais euh, euh, en fait, moi-même, je suis convaincu que le mandat de Donald Trump se terminera par une grande rencontre avec Poutine, avec Xi Jinping et avec le Premier ministre indien Modi. Je pense qu'il y aura une espèce de nouveau Yalta qui sera mis en place. Mais pour ça, Trump, en fait, a besoin de consolider absolument sa position. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'il a découvert que sa position était très faible.
Donc, en fait, le paradoxe, c'est que Trump ne peut retourner voir Poutine maintenant que après avoir annexé le Groenland et rétabli le prestige de son point de vue, le prestige des États-Unis. C'est ça qui va se passer. Et donc, ça laisse le temps à Poutine de consolider les positions tenues par l'armée russe et surtout de prendre définitivement le contrôle d'Odessa. Et d'ailleurs, vous avez un signe qui ne trompe pas, c'est que les Occidentaux essayent actuellement de pousser l'hypothèse d'une réunification entre la Moldavie et la Roumanie. Et ça veut dire qu'ils ont très bien compris que les Russes ne sont pas loin de s'installer à Odessa et de consolider définitivement leur contrôle sur la Transnistrie. On regarde une carte, hein, Transnistrie, c'est à l'est de la Moldavie, c'est une petite bande de terre où il y a un contingent russe et qui a appartenu à la Moldavie, mais qui est séparatiste, si j'ose dire, à cause de la présence russophone. Et donc, on voit bien que c'est là que maintenant les enjeux vont se jouer, sachant que pour la première fois, le chancelier Merz a mis de l'eau dans son vin et a dit qu'il faudrait bien traiter avec la Russie. Après Giorgia Meloni, même Macron va s'y mettre. Mmh. Monsieur Husson, justement, est-ce que là, l'Iran n'apparaît pas comme un gros caillou dans la chaussure face à ces perspectives-là? Parce que Groenland, d'accord, mais l'Iran, c'est autre chose quand même, pour ensuite négocier avec les Russes. Alors, je crois que si vous voulez, il y a des tensions très fortes dans la politique étrangère américaine avec Donald Trump. D'abord, il y a la, il y a la pression il y a la pression d'Israël, d'ailleurs avec une tension entre Trump et Netanyahou, parce que même si Trump est un fervent défenseur d'Israël, il n'apprécie pas la façon de faire de Netanyahou. Ça ne veut pas dire que éthiquement il ferait mieux, au sens où faire une Riviera à Gaza, c'est pas très recommandable, mais il n'aime pas la façon qu'a Netanyahou de faire la guerre partout. Euh, une fois qu'on a dit ça, malgré tout, Trump vraisemblablement s'est dit que s'il y avait une révolte en Iran, qui arrivait à une révolution, bah, finalement, ça serait la meilleure chose qui pourrait arriver, puisqu'il y aurait un changement de régime, il y aurait un nouveau régime qui serait mis en place, et on n'aurait pas eu besoin de faire la guerre. D'où l'insistance qu'a mise Trump sur et les encouragements qu'il a prodigués aux manifestants. Le problème, c'est que d'abord, le régime iranien est beaucoup plus solide que ce qu'estiment les Occidentaux. Et puis le deuxième, c'est que la CIA et les autres agences de renseignement qui ont été hyper actives, eh bien, elles se sont comportées de manière extrêmement brutale. Elles ont fait dégénérer les manifestations plutôt pacifiques du début en émeutes et en casse. Avec, si vous voulez, il y a des, il y a en particulier une jeunesse qui est au chômage en Iran, qui a été mobilisée. Moi, ça m'a fait irrésistiblement penser aux émeutes de juin 2023 en France, c'est-à-dire des jeunes qui un peu largués, qui économiquement ne se sentent pas intégrés et qui sont assez nihilistes sur le fond. Et c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu des casseurs, on a vu des voyous, il y a eu des mosquées brûlées, des marchés couverts brûlés, et tout ça évidemment a créé un réflexe d'ordre dans la population iranienne qui s'est solidarisée avec le régime. Donc de ce point de vue-là, Trump doit être une fois de plus assez furieux contre Netanyahou, puisque bien sûr, ça a été dit ouvertement dans la presse israélienne, le Mossad participait à cette tentative de subversion, et Trump doit être furieux à la fois contre la CIA, contre le Mossad et contre le MI6, qu'ils n'aient pas mieux mené les choses. Mais par réalisme, parce qu'il sait que lors de la guerre des 12 jours, l'Iran avait causé
de dommages à Israël, et surtout il sait que les bases américaines en Asie occidentale seraient menacées par l'Iran en cas de guerre, donc il a fait marche arrière. Monsieur Husson, est-ce que nous ne sommes pas dans une nouvelle époque où c'est simplement, encore une fois, un signe de faiblesse que des services secrets maintenant revendiquent certaines opérations qu'avant, ils auraient vraiment traité tout le monde de complotiste que de les avoir associés à ces opérations. On a vu ça au Venezuela et là, on voit en Iran Mossad qui revendique voilà l'ingérence dans cette révolte iranienne. Qu'est-ce que ça c'est signe de quoi à votre avis et pour nous éclairer? Je crois que vous avez tout à fait d'accord, vous avez tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est un signe, c'est le signe de l'affaiblissement. C'est-à-dire que euh, objectivement, alors je sais que les gens qui ne suivent pas les affaires militaires disent que c'est n'importe quoi quand on explique que l'Iran a causé de gros dommages à Israël lors de la guerre des 12 jours et que c'est pour ça que Donald Trump avait arrêté les frais, avait imposé un cessez-le-feu. Mais c'est un fait, hein, regardez tous les experts militaires sérieux et ils vous le diront. Et puis il suffit de lire la presse israélienne, hein, une fois de plus. Si vous lisez la presse israélienne, depuis au mois de juin dernier, vous aviez un certain nombre d'informations qu'on ne retrouve pas dans les journaux européens. Euh, et il y a ce constat qu'on est impuissant militairement face à l'Iran, et il y a une tentative un peu désespérée en pensant qu'il faut jouer le tout pour le tout, quitte à dire carrément ce qu'on fait, avec l'idée que si on le dit carrément, il y aura l'adhésion de l'opinion publique, autant le faire passer. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un aveu d'échec. Par exemple, si vous comparez à la révolution de Maïdan début 2014 en Ukraine jusqu'à aujourd'hui, si vous dites la vérité, c'est-à-dire que c'est une opération de déstabilisation menée par les Américains, les Britanniques et les Allemands pour renverser le président ukrainien légitime, Yanukovych. Aujourd'hui encore, on vous traite de complotiste alors qu'on a tous les éléments. Mais là, à propos de l'Iran, vu que les intérêts les Américains l'ont avoué, les Israéliens l'ont avoué, peut-être qu'eux-mêmes deviennent complotistes, hein, c'est peut-être ça. Bah, écoutez, oui, c'est très intéressant parce que ça marque effectivement un tournant, c'est-à-dire ils avancent en presque fanfaronnade, si je ne m'abuse, et il y a un signe de cette fanfaronnade sur les aspects des armes secrètes. Avant, pareil, on aurait traité tout le monde de complotiste. Maintenant, vous avez là carrément les proches de la Maison Blanche qui véhiculent cette idée. Là, pareil, c'est pour faire peur tout en étant incapable de faire autrement. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez vu que suite à un lancer de drones sur une des résidences de Vladimir Poutine, les Russes ont répondu et ils ont envoyé un missile qu'on appelle Oreshnik, missile de type hypersonique, sur lequel les experts ont encore beaucoup de mal à savoir comment il fonctionne réellement, mais il a été envoyé sur un quartier du commandement général ukrainien dans la région de Lvov, en même temps que sur une base aérienne, enfin de fabrication d'avions et de drones. Et ça a eu un tel impact, cette arme qui vole à Mach 10, elle a eu un tel impact qu'elle a aussi détruit en partie un bassin de stockage du gaz dans l'ouest de l'Ukraine. Donc ça a été une réponse très claire. Mais concentrons-nous je voudrais comparer, si vous voulez bien, ce qu'a fait Trump au Venezuela et le signal envoyé par Poutine. Trump, il a fait monter une opération complexe, digne d'une série Netflix, qui a réussi parce que vraisemblablement elle avait été très bien préparée, peut-être avec quelques complicités au sein de l'appareil d'État vénézuélien. Et ils ont réussi à enlever un chef d'État et à le déporter aux États-Unis pour qu'il soit emprisonné. Euh, euh,
Poutine, il a envoyé un signal qui est beaucoup plus terrifiant, parce que ce que Trump a fait au Venezuela, il aura du mal à le refaire ailleurs. Euh, les gens vont se méfier, les chefs d'État et de gouvernement vont se méfier. Euh, mais Poutine, lui, il a dit quelque chose de très simple. Il a dit, regardez, j'ai une arme qui peut percer n'importe quel bunker en profondeur et sur laquelle je n'ai pas encore mis de charge, même conventionnelle, puisque c'est uniquement la force cinétique de l'arme qui a causé les dégâts. Donc, si vous voulez, le signal qui est envoyé à tous les chefs d'État occidentaux, c'est si vous allez trop loin, j'ai de quoi vous frapper jusque dans vos bunkers. Donc c'est beaucoup plus puissant et ça dit le rapport de force réel. D'un côté, vous avez un show type Netflix ou Hollywood, qui fait, je vois qu'il y a des tas de gens en France qui disent ah oui, les Américains ont bien prouvé qu'ils étaient les meilleurs. Et puis de l'autre, vous avez un président russe qui montre qu'il est capable de détruire n'importe quel bunker enterré. C'est-à-dire que si Trump se cache quelque part, il est vulnérable. C'est ça le signal qu'ont envoyé les Russes. Et ça ne sera pas simplement des drones qui pourront être arrêtés par des armes adéquate, ça ne sera pas arrêtable parce que c'est de la technologie hypersonique et d'autres choses que les experts n'arrivent pas encore à analyser complètement. Donc c'est ça le vrai rapport de force. Mais Monsieur Husson, est-ce que, alors qu'on sait qu'il y a encore quelque temps, quand il y a eu la première frappe d'Oreshnik sur l'Ukraine, on a dit que ça n'existe pas, c'est-à-dire Poutine dévoilait l'arme, et ici en Occident on a dit que c'est un mythe. Maintenant on a le Premier ministre à l'Assemblée qui parle d'Oreshnik. Est-ce que nous ne sommes pas entrés encore une fois dans une phase supplémentaire de pression qui sonne comme quelque chose qui est pré-nucléaire? Moi, j'ai cette malheureuse sensation où certains, comme des rats poussés dans un coin, peuvent déclencher l'irréparable. Alors l'image du rat poussé dans un coin, vous savez que c'est une des histoires favorites de Vladimir Poutine, qui raconte que quand il était adolescent, il avait comme ça coincé un rat dans une pièce, dans un coin, et que le rat est devenu extrêmement méchant, et c'est lui, Poutine, qui a dû partir en courant pour aller se réfugier quelque part. Et donc Poutine dit souvent, j'ai tiré de cette expérience d'adolescent l'idée qu'il ne fallait jamais acculer un adversaire, il faut toujours lui laisser une porte de sortie. Euh, et là, paradoxalement, si vous voulez, je pense que la grande force du saut technologique, de la révolution militaire qu'ont réussi les Russes, révolution militaire dans laquelle ils sont suivis par les Chinois et aussi aujourd'hui par les Iraniens, hein, du point de vue de la capacité des missiles, c'est que ça a créé un stade de la dissuasion qui est pré-nucléaire. Parce que si vous voulez l'avantage, si j'ose dire, d'un missile hypersonique, c'est qu'il peut faire autant de dégâts qu'une arme nucléaire, mais sans la radioactivité. Et donc, de ce point de vue-là, c'est le signal envoyé très clairement par les Russes. C'est nous avons les moyens de vous détruire, et en plus, ça sera fait sans que la planète finisse comme un désert sans vie. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement important, et on devrait s'en réjouir à première vue, c'est-à-dire que les Russes aient inventé un niveau de la dissuasion pré-nucléaire. Là où on entre dans l'inconnu et où je vous donne raison, c'est que quelle peut être la réaction d'une puissance qui ne possède pas l'arme hypersonique. Je rappelle que les États-Unis ne la possèdent toujours pas, ils en sont encore au stade du prototype. Mais pensons aussi à Israël. la France qui se réfugie derrière sa ligne Maginot de la doctrine nucléaire, de la dissuasion nucléaire. Quelle est la réaction si les Russes envoient un missile hypersonique sur un centre de commandement français? Et ça, est-ce que n'ayant pas d'autres armes, il y aurait une tentation d'avoir recours à l'arme nucléaire? Bon, malgré tout, je pense que si vous voulez, la crainte de l'arme nucléaire est telle, et dans tous les esprits, que le danger reste très limité. Mais
malgré tout, vous avez entièrement raison. On assiste à une révolution militaire où les Russes et les Chinois sont très très en avance sur l'Occident, où les Iraniens possèdent une partie de cette avance aussi du point de vue balistique. Et c'est quelque chose à quoi l'Occident n'est pas du tout préparé. L'OTAN n'est pas du tout préparée. On a beau répéter que l'OTAN c'est l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire, le fait que la Russie l'ait tenue en échec depuis 4 ans, est tenu en échec l'ensemble des pays de l'OTAN depuis 4 ans, qui soutenaient l'Ukraine à fond, hein, du point de vue des livraisons d'armes. Tout ça montre bien que le rapport de force a changé. Mmh. Moi, pour finir en fait mon développement, moi je pensais aussi à la situation d'Israël. C'est-à-dire que si le dôme de fer, d'Israël ne résiste pas à une, riposte iranienne, quelles seraient ses options? C'est ça qui me fait très peur en fait dans la région en tout cas. Oui, alors vous faites allusion au fait que même si ça n'a jamais été avoué officiellement, déclaré officiellement, Israël possède des têtes nucléaires, Mmh. Bah, c'est le secret de vraisemblablement. Polichinelle en dans toute sa Voilà. splendeur. Mais si vous voulez, je pense que bon, il y a des informations qui ont circulé d'ailleurs comme quoi il y aurait eu un test, un petit test nucléaire souterrain israélien suite à la renonciation de Donald Trump d'attaquer l'Iran. Bon, il y a peut-être des rumeurs qui circulent, il y a peut-être, mais si vous voulez, je pense que là aussi le seuil d'utilisation de l'arme nucléaire, il est quand même très très élevé. Et même si les Israéliens possèdent cette arme, d'abord il faut le temps de la déployer. Ensuite, contrairement à une idée reçue, je ne pense pas que les Israéliens soient en mesure de la déployer sans le soutien logistique des Américains. Euh, et, et, euh, et je crois que les Américains ne laisseraient pas faire. Et puis bon, si j'avais l'imagination d'un auteur de roman d'espionnage, j'imaginerais un scénario où des Juifs israéliens d'origine russe sont des agents du Kremlin et neutralisent au dernier moment quand le monde est au bord de la catastrophe, neutralise l'utilisation par Israël de sa bombe. Voilà, ça fera un bon sujet de thriller avis aux amateurs. Ouais. C'est vrai, mais bon, moi je pense que la Russie n'a pas cette capacité d'infiltration qu'ont les Israéliens, qu'ont les Britanniques. Moi, je peux attester. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de capacités qui existaient à l'époque du KGB se sont perdues pendant le déclin de l'URSS et se sont complètement, voilà. Détérioré pendant la perestroïka et toute la période après. Donc moi je n'y crois pas sincèrement. Je pense qu'ils y arrivent absolument pas à infiltrer quiconque aujourd'hui. Mais c'est mon avis. Monsieur Husson, comment on peut aujourd'hui aborder la stratégie de Donald Trump, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer par la suite, sachant qu'à chaque fois il lance des éléments et derrière, tout à coup, il revient en arrière sur ce qui a été dit il y a 3 mois, parce que ce fut le cas avec Venezuela. Tout à coup, il parlait plus du tout du Venezuela. Là, il parle de Groenland, il a parlé d'Iran, mais il a parlé aussi de Cuba. Est-ce qu'il y a une lecture possible de cet homme en tant qu'analyste, historien de ce qu'il veut faire? Alors, écoutez, la grille de lecture que je propose, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est euh, Donald Trump est confronté à l'affaiblissement des États-Unis. Mm. Euh, L'affaiblissement des États-Unis, il ne l'accepte pas. Un homme de sa génération ne peut pas l'accepter. Donc, il essaye de donner le change. Et comme c'est un homme de communication, c'est un homme de télévision au départ, autant qu'un promoteur immobilier. Et puis même comme promoteur immobilier, il a toujours su vendre des choses bien clinquantes et donc il donne le change.
À partir de là, évidemment, donner le change, comme vous dites, ça oblige à. C'est comme le jongleur, hein, il a plusieurs balles et il y en a plusieurs qui doivent rester en l'air en permanence. Donc c'est un exercice difficile. Et par ailleurs, l'économie américaine ne va pas forcément bien. Bon, elle va pas plus mal que sous Joe Biden, hein, mais on s'attendait à ce qu'elle aille au mieux. Et d'autre part, il a un vrai problème, c'est qu'une partie de sa base électorale ne comprend pas qu'il passe autant de temps sur la politique étrangère. Et en particulier, il y a un mouvement aux États-Unis actuellement qui monte et qui montre que le parti républicain est aussi divisé que le parti démocrate sur la question du soutien à Israël. C'est tout à fait nouveau, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus que les Américains de plus de 50 ans qui sont majoritairement favorables à Israël. Israël a perdu la sympathie de la jeune génération aux États-Unis. D'où la tentative de rachat de TikTok pour essayer de reprendre l'influence, mais tout ça en fait est très précaire. Et Trump est pris entre toutes ces contradictions. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre, je crois, trois choses. La, la première, c'est que Donald Trump, ayant trouvé ses États-Unis très affaiblis, est obligé de donner le change. La deuxième chose, c'est que il le fait, et ça, il n'y a pas de quoi être surpris quand on regarde sa carrière. Pour lui, la fin justifie les moyens, donc il est prêt à le faire avec des moyens jugés tout à fait répréhensibles. Et je vois des gens qui sont déçus, qui avaient une vision un peu idéalisée de Trump, mais Trump, de toute façon, pour être élu deux fois et pour survivre dans le monde très cynique des élites américaines, ça ne pouvait pas être un enfant de cœur. La troisième chose, c'est que euh, je, si on dit la fin justifie les moyens, on peut condamner les moyens, effectivement, et de toute façon, dans le droit international, personne ne va justifier ce qui s'est passé au Venezuela, ou une annexion du Groenland, ou une éventuelle guerre contre l'Iran. Pour autant, Trump n'abandonne pas son objectif ultime, qui est bien de retrouver les bases d'une puissance américaine plus saine que ce qu'avaient fait les globalistes. Euh, Son drame, c'est pour ça que j'ai parlé de tragique, en fait, du deuxième mandat de Trump, c'est il a peu de temps devant lui et il peut échouer. Il peut échouer. Malgré tout, si vous voulez, je pense que même s'il échouait à redresser les États-Unis, il aurait au passage détruit l'essentiel de l'appareil globaliste des néoconservateurs et des néolibéraux, des Bush et des Clinton et Obama-Biden. Et ça, donc, sera-t-il un président vainqueur qui laisse un héritage qui soit le sien, ou sera-t-il simplement un président de transition qui aura cassé l'appareil globaliste et quitte à ce que d'autres reprennent le flambeau et construisent de nouveaux États-Unis, ça, on n'est pas capable de le dire pour l'instant. Monsieur Husson, une question tout à fait, comment dire, naïve. Tel que je regarde les déclarations, les mots qu'emploie Donald Trump lorsqu'il parle, d'ailleurs, ça fait depuis un petit moment, et Dieu sait que je l'ai soutenu et j'ai aimé son élection. Il y a quelque chose de, comment dire, est-ce que il peut avoir cette profondeur d'analyse que vous lui attribuez, sachant que quand je l'entends parler, quand il réagit à ce qui s'est passé, à ce qu'il a fait, etc., moi, j'ai pas cette sensation. J'ai l'impression qu'il est dans une bouffonnade, une fanfaronnade sans arrêt. C'est-à-dire que quand on parle d'Ukraine, il dit à chaque fois, mais si j'étais élu, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Bon, c'est bon, on a compris. Tu as dit ça une fois, 10 fois. Maintenant, ça fait des centaines de fois qu'il répète. Est-ce que vous pensez réellement qu'il a cette profondeur d'analyse, ou peut-être c'est quelque chose que vous lui attribuez parce que
parce que vous êtes fin analyste et que vous voyez là des ouvertures là où lui-même ne voit que l'immédiateté, c'est-à-dire agrandir les États-Unis en annexant le Groenland. Vous soulignez un point qui est absolument essentiel, vous avez parlé de la bouffonnerie. En fait, si vous voulez, la crise des élites américaines était telle que seul quelqu'un qui en faisait partie, mais qui en même temps se marginaliserait lui-même pour ne pas être pris trop au sérieux trop vite, pouvait réussir. C'est-à-dire que je pense que le côté bouffon de Trump, cette façon qu'il a aussi de parler tout haut, Trump, c'est un peu comme le centre Georges Pompidou à Paris, si vous voulez, la tuyauterie est dehors. Alors ça fait bizarre. C'est mais il n'empêche que le bâtiment existe et que ce qu'il y a d'intéressant est à l'intérieur. La tuyauterie, tout le monde en parle, et c'est bravo à l'architecte du centre Georges Pompidou, mais on y va quand même pour regarder les tableaux à l'intérieur. Et je conseille face à Trump de faire la même chose. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y a toujours ce qu'il raconte, et puis, ce qui est très déconcertant chez lui, mais ça, on le voit depuis le départ, c'est qu'il pense tout haut. Donc, en fait, il pense en permanence tout haut. Donc, il nous raconte, je pense A, puis je pense B, et puis finalement, je pense autre chose, et puis finalement ceci, et puis un tel est un connard, etc. Et en fait, apparemment, il n'a pas de censure. Mais c'est pour occuper, puisqu'il y a tous ceux qui font attention à ce qu'il raconte, et puis qui ne regardent pas ce qu'il fait. Vous avez un analyste américain d'origine croate qui est très fin, qui s'appelle Alex Kreiner, quelqu'un On qui est l'a un très invité bon. déjà ici. Hein. Ah, ben merveilleux. Et c'est quelqu'un qui est un expert des marchés financiers, mais qui a aussi une des meilleures voix sur la géopolitique. Et il dit, le conseil que je peux donner, c'est de toujours regarder ce que Trump fait plutôt que d'écouter ce qu'il dit. C'est d'ailleurs une conclusion à laquelle est arrivé aussi Youssef Indy dans plusieurs de ses vidéos qui sont très fines dans l'observation de Trump. Et alors, ce qui n'empêche, alors, si vous voulez, je pense qu'il faut comprendre que Trump est un instinctif. Et donc il a un instinct assez juste dans l'ensemble. Alors ça n'empêche pas que ce soit un Américain, qu'il ait un côté Far West, qu'il puisse être extrêmement brutal, on n'a pas, il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas question de légitimer chez lui. Mais je crois il faut éviter aussi bien la géographie de Donald Trump que de brûler l'idole ou bien de le traiter d'imbécile fini comme ça se faisait dans les milieux bobos lors de son premier mandat. C'est ça la difficulté. Mais si vous voulez, la crise des élites américaines est telle qu'il fallait un personnage atypique comme lui. En fait, je vais résumer ce que j'ai dit. Le fou du roi est devenu roi. En fait, le fou du roi était le mieux placé pour savoir toutes les bêtises faites par les rois précédents. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il est monté sur le trône si on est dans une tragédie antique, le cœur dit que finalement, c'est pas une mauvaise chose. D'accord. Monsieur Husson, il nous reste encore il nous reste moins d'un quart d'heure. J'aimerais aborder ce que vous avez dit sur la fin de mandat de Donald Trump, c'est-à-dire qu'une réunion qui mettrait en place une rencontre entre Trump, Xi, Poutine et Modi. Mais là, on est face à 3 membres fondateurs des BRICS. Et pour l'instant, on n'entend pas du tout parler des BRICS dans toute cette histoire, sachant que Venezuela était un partenaire privilégié, l'Iran en est membre. Donc, qu'en est-il de ce côté-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse librement nous dire ce que vous souhaitez. Oui, vous avez raison. Hein. D'ailleurs, Trump a commencé de manière très très brutale sur les BRICS. Il a répété à qui voulait l'entendre que un de ses objectifs c'était de casser les BRICS. Ce qui pour quelqu'un de l'immobilier ne manque pas de sel comme expression. Mais vous avez
Trump là encore, hein, ne regardons pas ce qu'il dit, regardons ce qu'il fait. C'est un réaliste. Et si on part de l'idée qu'il veut absolument en fait reconstruire la puissance américaine et qu'il sait que c'est extrêmement difficile, il a besoin de se présenter devant Poutine, Xi Jinping, maudit, en ayant rétabli la peur ou le respect que peuvent inspirer les États-Unis. C'est ça sa logique. Alors, est-ce que au passage, il va faire tellement de casse que les autres diront c'est bien gentil, mais pas la peine, pas la peine de te fatiguer. Bon, c'est un vrai sujet d'ailleurs que l'ensemble de la carrière de Donald Trump pose. Il était connu quand il était euh, promoteur immobilier, il était constructeur, il était connu pour pour acheter beaucoup trop cher. C'est les immeubles qu'il voulait rénover. Et je pense que il y a à poser la question du coût des opérations de Donald Trump. Est-ce que pour rétablir le prestige des États-Unis, il ne crée pas beaucoup de casses inutiles, c'est-à-dire que le prix est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il faudrait faire. Ça vaut la peine. Mais je pense malgré tout que c'est l'intérêt qu'il emportera. Si vous voulez, là encore, hein, il y a tout ce qui se dit, tous les commentaires. Prenons le cas de l'Iran. On dit que Vladimir Poutine a servi de médiateur pendant toute la crise, là, pendant les 3 dernières semaines, entre Israël et l'Iran. Effectivement, Israël ne parle pas à l'Iran, l'Iran ne parle pas à Israël, mais la Russie parle aux deux. C'est des choses dont on ne parle pas. Puis à la différence de Donald Trump, Poutine n'est pas quelqu'un qui va raconter en permanence ce qu'il pense ni ce qu'il fait. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y avait pas trois acteurs, États-Unis, Iran, Israël. Ça veut dire qu'il y en avait 4. Il y avait la Russie aussi qui était en jeu. Moi, je crois, si vous voulez, que tout le monde va être d'accord pour dire que nous sommes revenus dans l'ère des rapports de force, mais en étions-nous jamais sortis. Et dans cette ère des rapports de force, chacun va voir si l'autre est très puissant. Le fait que Trump puisse éventuellement mettre la main sur le Groenland, qu'il ait pu faire enlever Maduro, c'est à la fois peut-être dérisoire par rapport à la puissance industrielle réelle de la Chine aujourd'hui, par rapport à la puissance militaire réelle de la Russie aujourd'hui. En même temps, c'est quand même des investissements de long terme et ni la Chine ni la Russie ne vont faire la guerre aux États-Unis pour les empêcher de prendre le Groenland. Donc, ça veut dire qu'il y a à terme, vu les ressources du Groenland, il y a un certain équilibre des forces qui se rétablit. C'est ça qu'il faut voir. D'accord. Bah, écoutez, cher monsieur Husson, si vous voulez un mot de conclusion et puis surtout, d'abord, commencer par vos actualités, là où on peut vous retrouver, comment on peut vous soutenir, vous lire, et vous suivre. Et puis après, le mot de conclusion sur cet échange, parce que moi, je vous assure que j'ai beaucoup stressé et c'est une pression pour moi de vous recevoir, de vous poser des questions. Donc, allez-y, cher monsieur Husson. Je vous en prie. Alors, écoutez, oui, d'abord, pour ceux qui veulent me lire, j'ai mon blog Libre Propos, sur lequel je publie des nouvelles internationales que je partage en accès libre, des articles d'analyse qui sont des articles payants, puis surtout les archives sont accessibles aux abonnés payants. Et puis j'ai aussi sur mon blog, j'ai pour les abonnés les plus assidus et que je remercie parce qu'il y en a de plus en plus, eh bien j'ai la lettre de Brennus qui est une lettre confidentielle effectivement qui paraît une fois par an, dans laquelle je pense qu'il y a des informations qu'on ne trouve pas ailleurs dans
dans les médias français. Euh, Justement, je réfléchis au prochain numéro dans les mois qui viennent des lettres de Brennus, aux prochaines lettres de Brennus, et je vais très certainement en faire une sur la question sur les conséquences pour la France de tout ce qui se passe. Parce que si vous Voilà. voulez, ce qui me frappe, face au Groenland, face au Venezuela, c'est que visiblement les dirigeants français n'ont pas le réflexe de se dire c'est extrêmement dangereux pour nous, Français, puisque nous avons des territoires outre-mer. Et après tout, la Guyane française, c'est pas très loin du Venezuela, si on regarde la carte. Et puis, qu'est-ce qui me garantit que Donald Trump n'aura pas l'idée saugrenue un jour de prendre la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie. Il pourra dire que la Nouvelle-Calédonie, nous sommes en train de la laisser à la Chine et que c'est très dangereux. Et il s'en emparera, ou son successeur. Et donc, moi, je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait réfléchir. On va essayer de sortir de la pantalonnade, d'envoyer une quinzaine de soldats des Européens au Groenland et de dire qu'on défend le Groenland. Non, je pense que notre gouvernement français a un vrai enjeu qui est de moderniser nos armées, nous acquérir l'arme hypersonique et surtout développer nos forces navales de manière à pouvoir défendre nos territoires d'outre-mer qui sont un énorme pour l'avenir, mais qui sont extrêmement dispersés à travers le monde et donc d'autant plus difficiles à défendre et puisqu'ils susciteront les convoitises des Américains, des Chinois ou d'autres. Monsieur Husson, juste quelques mots peut-être aussi sur du coup l'Europe dans toute cette histoire, parce qu'on n'en a pas parlé du tout et c'est vrai que bon, est-ce la place très peu aujourd'hui comment dire enviable qu'elle occupe ou qu'est-ce que vous en pensez du rôle de l'Europe et quelle serait la suite? Alors, premièrement, il faut que nous, Français, nous sortions mentalement, avant même de savoir comment nous en sortons physiquement, si j'ose dire, sortions mentalement des cadres de pensée de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est fini. C'est une bureaucratie dirigée par l'Allemagne, mal dirigée, et qui est absolument incapable de défendre les intérêts de la France dans le monde qui est en train d'émerger. Donc, il faut casser tout ça. Il faut en sortir. Il faut garder d'excellentes relations avec nos partenaires européens. L'Allemagne, il faut la traiter rudement parce elle s'est mal comportée depuis une vingtaine d'années, depuis Madame Merkel avec nous. Elle n'a pas défendu les intérêts européens, elle n'a pas défendu les intérêts communs de la France et de l'Allemagne. Donc il faut la mettre à distance. Mais on a un certain nombre de pays, à commencer par l'Espagne, l'Italie, l'Europe du Sud en général et l'Europe centrale avec lesquels nous devons travailler. Donc ça c'est important. Mais surtout, il faut sortir du cadre de l'UE. L'UE, c'est fini. Elle va se diviser, elle va se ridiculiser et elle nous coûte maintenant plus qu'elle ne nous rapporte.